Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission dédiée aux rêveurs, à l'imaginaire. Au micro, Manick et Sonia, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici dans les studios de Quartier des Ondes. Aurélia au micro. Aujourd'hui, les femmes vaillantes sont à l'honneur. Au programme Satana, une histoire d'amour caractérielle. Et si on a le temps, on va arracher les cheveux de la tête du diable. Avec toi, Manick, on va parler d'une chipie, mais aussi des princesses bavardes, curieuses, coquettes. Je suis sûre que vous pensez à plein de gens. Et puis, il y aura aussi un conte féministe sicilien. Et oui, une femme qui fait ce qu'elle veut. Et on va commencer avec une histoire de chipie, il me semble. Et oui, une histoire de chipie quelque part en Haïti. Ah, ça fait encore plus rêver. Alors, c'est une petite fille qui s'appelle Tipingui. Elle n'a plus ni père ni mère. Ça arrive. Mais hélas, elle a une belle-mère. Une belle-mère comme vous voyez, comme on n'en fait plus, comme dans les contes de fées. Ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, méchante, jalouse, qui rouspète toute la journée. Bref, une belle-mère qui, tous les samedis, obligeait Tipingui à faire le ménage. Mais pas le petit ménage, là, le grand ménage. Voilà, il fallait sortir les couvertures, sortir les meubles, secouer les balais, les matelas. Puis il fallait faire les courses, et puis il fallait faire la lessive, et puis le repassage, et puis. Bon, bref, une marâtre. Tipingui et sa marâtre habitaient dans une petite maison que la gamine avait héritée de son père. Elle ne pouvait pas faire autrement que de vivre avec sa belle-mère, celle que son père avait épousée après la mort de sa mère. Et voilà qu'un matin où le soleil était tout jaune, le ciel tout bleu, la belle-mère a décidé de faire des gâteaux. Oui, des gâteaux, pas pour la gamine, non, surtout pas. Mais quand la gamine était à l'école, elle faisait des gâteaux pour aller les vendre et garder l'argent pour elle. Et puis s'acheter des boucles d'oreilles, un sac. Ce matin-là, elle venait d'enfourner les gâteaux dans le four à bois et le feu s'est éteint. D'habitude, c'est Tipingui qui va chercher le bois, hein. Eh bien oui, mais Tipingui, elle était à l'école, quand même. Alors elle a dû se charger, la marâtre, d'aller chercher du bois, elle-même. Il n'y en avait plus dans la réserve. Alors, le village, il est à la lisière d'une forêt. Une forêt normale, hein, normale, ni sombre, ni mystérieuse, sans aucune bête féroce. Non. Et pourtant, quand elle s'est avancée à l'orée de la forêt, c'était étrange, il n'y avait pas une seule brindille par terre. Pourtant, d'habitude, il y avait de quoi ramasser, hein. Rien à brûler. Alors, elle s'est avancée un petit peu plus loin, encore plus loin dans la forêt, et même très loin, et elle est arrivée dans une clairière, et là, elle a vu un petit tas de bois. Elle s'est avancée, et puis elle a fait un fagot, elle a ficelé, elle a voulu le soulever, mais il était lourd. Alors elle s'est mise à râler. Oh là là, s'il y avait quelqu'un pour m'aider, elle parlait toute seule. Évidemment, elle savait bien que personne ne l'aiderait, hein. Mais il y a eu quelqu'un qui a répondu. Si, je suis là, je peux t'aider. Mais attention, si je t'aide, il faut que tu me donnes quelque chose. Elle s'est retournée et elle a vu un petit bonhomme tout fripé. Il ressemblait à bizarre, habillé dans une tunique indienne, avec des petits yeux perçants. Elle a dit, moi, j'ai rien à donner.
Bon, bah écoute, je t'aide et puis on va chez toi et puis on verra bien. Et le petit bonhomme a soulevé le fagot comme si c'était une boîte d'allumettes. Et les voilà arrivés à la maison. Là, il a posé le fagot, il a dit « Alors, tu me donnes quoi ?» Bah, j'ai rien, je sais pas. Elle a réfléchi un peu, puis elle a dit « Ah si, je vais j'ai une petite bonne, tu peux la prendre, elle s'appelle Tipingi, il n'y a pas de souci. Si tu veux, demain midi, je l'enverrai à la fontaine, elle aura une robe bleue. Et puis tu peux l'emmener si tu veux. » Bon, le vieux est reparti. Et le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que Tipingi, qui revenait de l'école, elle avait l'habitude de rentrer sans faire de bruit, de peur qu'on lui donne des choses à faire. Et elle avait entendu derrière la porte ce que disait la belle-mère. Alors elle a couru chez ses copines. Ses 2 bonnes copines. Et le lendemain midi, quand le vieux bonhomme est arrivé à la fontaine, il n'y avait pas une, ni 2 petites filles en robe rouge, en robe bleue, mais il y en avait 3 qui jouaient autour de la fontaine. Il s'est avancé, il a dit « Qui est Tipingi ?»« C'est moi », a dit la première. « Mais non, c'est moi », a dit la deuxième. « Ah ben non, une Tipingi, s'il n'y en a qu'une, c'est moi », a dit la troisième. Oh, le vieil homme s'est fâché. Et puis les gamines tournaient autour de lui. Oh là là, je vais pas vous demander une deuxième fois, hein, ni une troisième. Qui est Tipingi ? Et là, les 3 gamines se sont mises à faire la ronde autour de lui. Je suis Tipingi, je suis Tipingi, je suis Tipingi. Le bonhomme, tout étourdi, et a fait demi-tour et retourné à la maison de la marâtre. Et là, il a ouvert la porte en disant « Tu t'es fichu de moi ? Il y a 3 Tipingi. » Non, il y en a qu'une. Laisse-moi encore une chance. Demain, à la fontaine, elle aura une robe verte. Bon, d'accord, ça va pour cette fois. Mais Tipingi avait suivi le bonhomme. Elle avait entendu. Alors, le lendemain, quand le vieux est arrivé à la fontaine, il y avait encore 3 gamines en robe verte. Mais laquelle ? C'est moi. Et elles ont commencé à tourner. Oh, lui, il n'est pas resté. Hein. Ça l'étourdissait, ces gamines. Ouf ! Il est parti directement à la maison de la marâtre et il lui a dit « Non mais, c'est la 2e fois que tu me mens. Il y en a 3 là. Mais non, je t'assure, il y en a qu'une. Allez, encore une chance. Demain, elle aura une robe rouge. » Le lendemain, il est arrivé. Il y avait encore 3 gamines en robe rouge. Il n'a même pas essayé de discuter. Il est arrivé tout droit dans la maison de la marâtre, l'a chopé par le col et l'a embarqué et emmené au fin fond de la forêt. Une forêt ni mystérieuse, ni sombre. Normal, quoi. Et pourtant. Et Tipingi, à partir de ce jour-là, elle a vécu tranquille, heureuse avec ses copines. Et puis, un peu plus grande, elle s'est envolée. Voilà. Merci Manick. Vous auriez choisi quelle couleur de robe ? Je sais pas. Bleu. Moi, rouge. Hein. Vive les chippies. Voilà. À propos de belle-mère, tu vas voir, Manick, j'en ai une aussi. Ah. Alors, Vassilissa, pour être vaillante, elle est vaillante. Et quand commence l'histoire, elle est en train de perdre sa mère, qui lui a donné une petite poupée en lui disant de faire bien attention, que cette petite poupée résoudrait tous ses problèmes quand elle ne serait plus là.
qu'elle la soigne bien. Et Vassilissa a mis la poupée dans sa poche et pendant ce temps-là, sa mère est morte. Oh, ça a été le chagrin, un grand chagrin. Mais après, le père s'est remarié et donc il y a eu une belle-mère. Et cette belle-mère avait 2 filles. Quand le père était là, tout se passait très bien. Mais quand le père partait, alors là, la pauvre Vassilissa était transformée en esclave. Même qu'un jour, la belle-mère a dit « Tiens, tu vas aller chez Baba Yaga, chez ma sœur, et tu vas lui demander un crâne lumineux, j'en rêve depuis toujours. » Oh, chez Baba Yaga ? Ouais, tiens, voilà un crouton de pain, débrouille-toi avec ça. Elle l'a mise à la porte, c'était encore la nuit. La petite poupée dans la poche lui tapotait la cuisse avec beaucoup de constance. Vassilissa est partie dans la forêt, dans le chemin qui conduisait à la maison de Baba Yaga, mais c'était loin. Du fin fond de la forêt, elle a entendu un grand galop. Est arrivé un magnifique cavalier blanc, tout de blanc vêtu, monté sur un cheval blanc. Il a fait un grand signe affectueux à Vassilissa qui lui a répondu et il a disparu. Elles ont marché toutes les deux avec la poupée. À midi, c'était un cavalier rouge qui avançait sur un cheval tout roux. Et il a fait un grand signe à Vassilissa et il s'est évanoui dans la forêt. Le soir, elle n'était pas encore arrivée à la maison, mais on voyait le jardin entouré de barrières d'os, avec dessus des crânes lumineux qui éclairaient le jardin, et la maison montée sur pattes de poule qui se trimbalait d'un bout à l'autre du jardin en cahotant. Est arrivé alors de cette maison un magnifique cavalier noir qui s'est arrêté près de Vassilissa et lui a demandé si ça allait. « Oui, beau cavalier, ça va. » Et il s'est évanoui dans la forêt. Elles ont ouvert la porte en barrière d'os, et puis elles sont montées vers la porte de la maison et ont toqué. Toc, toc, toc. « Entre, Vassilissa !» Comment elle sait déjà mon prénom ? Elle est rentrée. « Ah, mon Dieu, cette sorcière, si vous l'aviez vue, vous auriez eu très peur. Elle avait les cheveux gras et sales, elle était vieille et moche, elle avait le nez qui tombait dans la bouche, une poitrine absolument débordante. Ah, puis elle puait, elle devait pas se laver souvent. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ? Eh bien, tantine, c'est votre sœur qui m'envoie. Elle voudrait un de vos crânes lumineux qu'elle aime tant. Tiens, bah écoute, d'accord, mais tu devras accomplir 3 tâches. Et si tu ne les accomplis pas, évidemment, je te dévorerai toute crue. La poupée avait prévenu Vassilissa. Tu sais, Baba Yaga a 2 yeux, elle en a un rouge et un noir. Tu regardes que le noir, surtout pas le rouge. Sinon, je ne sais pas, je ne pourrai plus t'aider. Alors, elle fait un effort, elle voit bien que Baba Yaga a un œil rouge, mais elle regarde l'œil noir. Tiens, regarde par la fenêtre pendant que je vais dormir. Et plouf, la porte de la chambre a claqué, on l'entend déjà ronfler. Elle va regarder par la fenêtre. Et là, elle voit des gerbes de blé. Tellement, elle voit bien ce que veut Baba Yaga. Elle s'assied par terre et se met à pleurer. La poupée sort de la poche, lui dit « Écoute, Vassilissa, va dormir là-bas dans le coin. Demain matin, tout sera fait. » On ne peut pas dire qu'elle ait très bien dormi, mais la poupée arrive. « Vassilissa, va regarder par la fenêtre. » Vassilissa va regarder par la fenêtre, il y a un énorme tas de farine. Mais autour du tas de farine, il y a 3 paires de mains qui volent avec des petits sacs qui remplissent de farine. Et elles font un joli tas de sacs. Vite, vite, elle court à la porte de Baba Yaga. « Tantine, j'ai fini. »
Baba Yaga sort, tout échevelée, sentant encore plus mauvais que la veille. Elle va voir par la fenêtre. « Oh, oh, qui t'a aidé? Qui t'a aidé ?»« Mais, tantine, je l'ai fait. Vous avez demandé, je l'ai fait. » Elle ne pouvait rien dire. Le deuxième soir, lorsque la porte a claqué, Vassilissa va voir par la fenêtre. Et là, il y a un nombre de troncs d'arbres inimaginables. Il y a une hache et une scie. Elle baisse la tête. La poupée sort de la poche. « Allez, va dormir, ma chérie. Demain matin, tout sera fait. » Là, elle dort un peu mieux. « Vassilissa, Vassilissa, la nuit est passée. Viens voir par la fenêtre. » Elle va voir, et là, il y a un énorme tas de bûches et les 3 mains qui commencent à ranger les tas de bois. « Tantine, Tantine, j'ai fini, j'ai fait le travail. » Ah, elle va voir par la fenêtre. « Ah, qui t'a encore aidé? Qui t'a encore aidé ?»« Mais j'ai fait le travail que vous m'avez demandé. Il est fait, Tantine. » Bon, elle ne peut rien dire. Le 3e soir, lorsque la porte a claqué et que Baba Yaga ronfle, Vassilissa va voir par la fenêtre et là, elle voit des champs et des champs de pommiers et de poiriers. Elle sait bien ce qu'il faut faire. Jamais une nuit ne suffira. La poupée sort de la poche. « Allez, va dormir, ma chérie. » Cette nuit-là, elle dormira très bien. Le matin, « Vassilissa, le travail est fini. » Elle va voir par la fenêtre. Et il y a un gros tas de poires et un gros tas de pommes et les 3 paires de mains avec des jolis paniers qui remplissent de poires et de pommes. Vite, elle va à la porte. « Tantine, Tantine, j'ai fini le travail. » Elle sort, va regarder par la fenêtre. « Qui t'a aidé? »« Mais Tantine, vous aviez demandé, j'ai fait le travail. »« Bon, c'est bien. Dis-moi, il n'y a pas quelque chose que tu voudrais savoir par hasard? »« Oh si, Tantine. »« Ouais, mais fais attention, hein, il n'est pas toujours bon de tout savoir. »« Oui, Tantine, je voudrais savoir, quels sont les 3 beaux cavaliers que j'ai vus? Qui étaient-ce? » Alors là, Baba Yaga se rengorge. Elle devient toute fière, son œil rouge s'éteint peu à peu, et elle dit « Ce sont mes 3 fils, le fils du matin, du midi, mon préféré, et du soir. » « Et il n'y a pas d'autre chose que tu voudrais savoir? »« Non, non, Tantine. Pourtant, elle aurait tellement aimé savoir ce que faisaient les mains. »« Non, non, Tantine. D'ailleurs, vous avez dit, hein, il n'est pas bon de tout savoir dans la vie. »« Dis donc, qui t'a rendu si sage? » C'est l'amour de ma mère, Baba Yaga. « Il n'y a pas d'amour ici! Tiens, fiche le camp !» Et elle lui donne un grand coup de pied dans le derrière, qui la propulse dans le jardin. Baba Yaga la suit, prend un crâne lumineux, l'enfonce sur un bâton et lui tend. « Allez, maintenant fiche le camp !» L'œil rouge brille. Mais Vassilissa ne le regardera pas. La poupée lui pince la cuisse et elle s'en va en courant, comme jamais elle a couru. Elle reverra le beau cavalier blanc qui lui dira « Ça va, Vassilissa ?» tout en passant en courant près d'elle. « Oh oui, beau cavalier, mais si vous saviez comme j'ai eu peur !» Ensuite, ça sera le rouge. « Alors, ça va ?»« Oh oui, mais si vous saviez comme j'ai eu peur !» Le cavalier noir s'arrête. « Alors, Vassilissa, ça va ?»« Oh oui, beau cavalier, mais si vous saviez comme j'ai eu peur !» Il la prend, la met derrière lui, et les voilà qui s'en vont. Elle tient toujours son bâton avec le crâne. Ils arrivent devant la maison de Vassilissa. La mère et les 2 sœurs sont là. « Bah alors, t'es pas morte ?»« Mais non, je vous rapporte un crâne comme vous me l'avez demandé. » Et elle donne le bâton à sa marâtre. À ce moment-là, le crâne se met à flamber et les trois méchantes se mettent à brûler, poursuivies par le cavalier noir qui lui dit « À bientôt, Vassilissa !»« Oh, mon Dieu !» Mais le père sort, il prend Vassilissa dans ses bras. « Viens, ma petite, je ne partirai plus jamais.
Oh papa, si vous étiez resté là, rien de ce qui s'est passé ne se serait passé. Allez, viens, rentrons, je reste à la maison. Voilà l'histoire de Vassilissa la Vaillante. Merci Sonia. Heureusement que les belles-mères ont changé. Les contes russes, c'est pas toujours... c'est pas toujours drôle. Non, pas toujours. Alors, dans quelle histoire s'en va-t-on Alors, on va aller voir Curieuse, bavarde et coquette. Ah. Alors, il était une fois un roi. Un roi qui avait 3 filles. 3 princesses. Évidemment, comme toutes les princesses, jolies, enfin, ni plus ni moins. Non. Mais ce grand roi n'était pas satisfait du tout. Il aurait voulu des fils. Il se désespérait. Qui l'assisterait pour diriger le royaume quand il serait vieux, hein? Et qui deviendrait roi après lui, hein? Pas ses filles, ça sûrement pas. Et puis, qui l'aiderait à combattre son ennemi, le voisin, le duc du Roc, qui rêvait de prendre la place du roi sur le trône. Ah là là, pas sûrement pas ses filles. Mais les filles, mais quelle calamité, mais quelle calamité! Il ronchonnait toute la journée, toute la journée. Il ne leur trouvait que des défauts. L'aînée, elle voulait tout savoir des affaires du royaume. Il l'avait surnommée Curieuse. Il ne supportait pas qu'elle le suive partout, qu'elle laisse traîner ses oreilles partout et qu'elle se cache dans la salle du trône ou la salle du conseil. Ce n'était pas la place d'une fille, non mais... Et quand il la découvrait, il la mettait dehors. Mais elle était aussi têtue. Elle revenait. La seconde fille, pouf, elle avait la manie de poser des questions idiotes, du genre « Pourquoi le soleil brille ? Et pourquoi la terre est plate ? Et pourquoi les rois portent-ils des couronnes ?» Et non seulement elle posait des questions, mais elle faisait les réponses. Les épines des couronnes empêchent le ciel de tomber sur la tête des rois. Ou bien, elles servent à piquer les fesses des ministres quand le roi n'est pas content. Et là, le roi s'énervait encore plus. Il ne supportait pas ces blablabla. Il l'avait surnommée bavarde. Quant à la plus jeune, elle avait compris qu'il valait mieux ne pas traîner dans les pattes de son père. Alors elle passait ses journées enfermée dans sa chambre, à se regarder dans le miroir, à essayer de nouvelles toilettes et à commander des nouveaux rouges à lèvres qui venaient de l'autre côté de la planète. Spéciale princesse. Le roi s'arrachait les cheveux. C'était exaspérant à la fin. Il l'avait surnommée coquette. Et le roi passait son temps à râler, à gronder, à rouspéter après ses filles. D'autant plus que la reine n'était plus là pour tempérer ses colères. Malgré tout, les 3 princesses aimaient bien leur bougon de père. Ouais. Et quand il râlait trop fort, elle disparaissait. Curieuse s'en allait consulter les registres et les archives du royaume. Bavarde s'en allait à la bibliothèque. Elle lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Et Coquette retournait à sa garde-robe. Mais dès qu'il avait le dos tourné, elle se retrouvait pour rire et s'amuser. Et là, ça énervait encore plus le roi. Hélas, un jour, tout ça a été perturbé par l'horrible duc du Roc, qui a déclaré la guerre et envahi le pays. Le roi a convoqué ses conseillers et les 3 filles sont arrivées.
Curieuse a posé 100 questions. Bavarde a proposé 1000 solutions. Coquette s'est offerte pour épouser le fils du duc du Roc. Mais le roi, leur père, s'est fâché, tout rouge, et les a envoyés balader. Et le roi a perdu la bataille. Il a été fait prisonnier, saucissonné et envoyé dans une prison, dans un château sur une île. Et heureusement, les filles ne sont pas si bêtes qu'on le dit. Elles ne sont pas retournées dans leur chambre. Elles se sont organisées. Eh oui, Curieuse savait qu'il y avait un souterrain sous le donjon. Elle l'avait lu dans un vieux livre. Alors, elles se sont échappées toutes les trois juste à temps, pendant que le duc du Roc envahissait la forteresse. Et elles se sont réfugiées dans la forêt, chez leur nourrice. On dit que les filles sont peureuses. Mais pas du tout. Elles ne sont pas restées à pleurnicher, non, non, non. Dès le lendemain, elles se sont organisées pour délivrer leur père. Comment ? Eh bien, écoutez bien. Curieuse est partie la première, toute seule, à la recherche d'informations. Quand elle est revenue, elle savait où il était emprisonné, combien de gardiens le tenaient dans la prison, et même le prénom du fils du capitaine qui commandait la prison. Bavarde, elle, pendant ce temps, a parcouru toute la campagne, tout le pays. Elle a fait des discours, parlé avec les gens, et elle a fini par les convaincre de lever une armée pour aller délivrer le roi. À la tête de cette armée, les 3 sœurs sont parties vers l'île où le roi était emprisonné. Oui, mais la prison était bien gardée. Impossible de le délivrer. Alors là, c'est Coquette qui est entrée sur la scène. Elle a revêtu sa plus belle robe. Elle s'est présentée devant le pont-levis, maquillée, pour séduire le fils du capitaine. Et ça a marché. Le fils ébloui lui a ouvert la porte et elle lui a si bien tourné la tête que, au premier baiser, elle a obtenu la clé de la prison. Le soir, l'armée a attaqué et les 3 princesses sont entrées. Le roi a été libéré. Et tous ensemble, ils ont galopé toute la nuit pour retourner au château. Ils sont entrés par le souterrain et ils ont surpris le duc du Roc dans son sommeil. Il a été lui aussi saucissonné et envoyé dans la prison sur l'île. Le roi a retrouvé son trône. Le lendemain, il s'est présenté devant la cour et tous ses conseillers avec ses 3 filles. Il a reconnu devant tout le monde qu'il s'était trompé sur ses filles. Eh oui, elles lui avaient sauvé la vie. Et elles avaient surtout sauvé le royaume. Alors, il a nommé Curieuse ministre de l'Intérieur, Bavarde ministre de l'Information, et Coquette, Coquette, elle a préféré épouser le fils du capitaine. Oui, mais pour gouverner le royaume du duc du Roc. Et les princesses ont aussi retrouvé leur vrai prénom. Curieuse est redevenue Clarisse, Bavarde est redevenue Béatrix et Coquette est redevenue Coralie. Et plus jamais le roi n'a râlé. Plus jamais. Fête des filles. Fête des filles. Fête des filles, merci Manick. On va continuer les contes et avant ça, on va écouter un morceau de Anne Sylvestre qui s'appelle La faute à Ève. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, Manick, comment tu as découvert ce morceau et pourquoi tu voulais qu'on le passe dans l'émission ? J'ai découvert ce morceau parce que je suis allée écouter
une chanteuse qui s'appelle Elsa. Et qui fait du chant et du chant yiddish et voilà, qui chante très bien, que je trouve très bien. Et elle a chanté cette chanson-là que je ne connaissais pas, parce qu'on ne connaît pas toutes les chansons de Anne Sylvestre. Et j'ai beaucoup aimé. Et on a tous envie de découvrir ce que c'est cette chanson. Alors c'est La faute à Ève, on se retrouve juste après, vous écoutez Quartier des ondes. D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche il a bouffé la pomme, jusqu'au trognon est vite fait. Oui mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventaire, qui l'a volée c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec 3 bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, pareil que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Vous venez d'écouter La faute à Ève de Anne Sylvestre. Elle est drôlement chouette cette chanson. Ouais. Alors vous écoutez Conte à l'Ouest sur Quartier des Ondes et on va continuer avec Sonia. Je crois que tu as une histoire à nous raconter autour de Satana. Oui, c'est un peu le caractère de la chanson. Hein. Ah, ouais. Un caractère bien trempé. Bien trempé, Satana, ouais. C'est une histoire qui vient de la légende des Nartes, dans le nord de la Russie. Et Satana est une sacrée bonne femme. Elle est belle, hein, elle est belle, plantureuse, elle a du cœur à l'ouvrage et elle va au bal tous les samedis soirs. Et elle rencontre Urismag. Même genre de bonhomme, bien trempé, caractère infernal et travailleur. Ils se plaisent énormément, ils dansent, ils tournent, ils valsent et ils se plaisent tellement qu'ils s'épousent. Urismag emmène Satana dans sa maison, dans sa ferme. Et au début, tout se passe très bien. Il y a beaucoup à faire.
Mais voilà qu'avec le temps, un jour, Eurismac prend Satana par les cheveux et lui dit « Bah, je ne suis plus chez moi ici. C'est toi qui fais tout. Je ne te supporte plus, même si je t'adore. Je ne te supporte plus, tu vas rentrer chez toi. » Maman, Satana ne dit rien pour une fois, et elle réfléchit. Et son mari lui rajoute « Bon, et comme je t'aime et que je t'adore, tu peux emporter tout ce que tu veux de la maison, c'est à toi. » Bon, alors j'ai une idée. On va faire un grand festin. On va se démarier, si tu veux bien. Ah oui, ouais, très bonne idée, très bonne idée. Et puis tu vas me donner aussi une charrette pleine de foin avec des bœufs. Oh oui, oui, oui. Le grand festin arrive. On va boire, on va manger. Et Satana monte sur la table avec une coupe pleine de vin. Elle dit « Et maintenant, pour se dire adieu, vous allez trinquer les uns après les autres avec mon mari et moi. » Et ça commence à défiler. Mais elle verse sa coupe par terre, si bien que c'est comme si elle n'avait rien bu. Par contre, son mari, une coupe, 2 coupes, 4 coupes, 5 coupes, il commence à chanter, et 6 et 7, et 8 et 9, il valse sur le banc, et tout le monde trinque avec lui. À la 15e coupe, il s'affale sur la table. Allons. Satana se dresse, remonte sur la table et dit « Bon, aidez-moi, nous allons charger ce bonhomme dans la charrette. » Et l'on charge Eurismac dans la charrette. Elle va lui chercher sa plus jolie couette, son plus joli oreiller, et elle dit au revoir à tout le monde. Et la voilà partie au rythme des bœufs, sur la route ramenant à la maison de ses parents. Le matin se lève, on entend toujours ronfler Eurismac, et à la fin de la matinée, il dresse une tête par-dessus la charrette et dit « Où je suis ?»« Mais tu es là, mon chéri ?» dit-elle de sa voix la plus douce qu'elle peut. Hein. « Mais qu'est-ce que je fais là ? Viens donc t'asseoir à côté de moi, nous allons nous expliquer. » Et il saute de la charrette, il vient s'asseoir à côté d'elle, et il lui dit « Où tu vas ?» « Ben, tu m'as pas dit de rentrer chez mes parents ? » ?»« Ouais, mais pas avec moi. Et puis je t'avais dit de prendre tout ce que tu voulais. » »« Eh ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait, tu sais, dans ta maison, il y a vraiment pas grand-chose qui m'intéresse. Excuse-moi, mais la seule chose qui m'intéresse dans cette maison, c'est toi. Et voilà pourquoi je t'ai emmenée. » Oh, alors là, c'est les embrassades. Il roule dans le foin. Et finalement, Eurismac dit « Bon, allez, écoute, hein, t'es quand même la meilleure, hein. Alors, demi-tour, on rentre à la maison. » Voilà, ça c'est un petit bout, un petit peu édulcoré par moi. Voilà. C'est parce que c'est pas censé finir en embrassade ? Si, il y a plusieurs versions de cette histoire dans différentes cultures. Mais, bon, là, en fait, dans cette légende-là, ils sont quand même frères et sœurs. Ah, oui, c'est ça que tu as omis. Raconter ça quand même, hein. Tabou. Hein. Bon. Tout à fait. Mais on devrait tous faire des fêtes quand on se sépare. En tout cas, je trouve que c'est un concept très agréable, très gai, très optimiste. Malheureusement, il y a des femmes qui ne peuvent pas se permettre ça. Non. Mais je crois qu'on va parler d'une femme qui fait ce qu'elle veut. Ah bah oui, c'est bien. Elle fait ce qu'elle veut. Et elle, c'est pas son mari qui... Non. C'est un conte. Un conte duc, si on veut. Il avait une sœur qui était très, très belle, mais vraiment très, très belle. Et il la tenait enfermée dans sa maison. Il refusait de la laisser se marier parce qu'il estimait qu'aucun homme ne la méritait. Il la gardait jalousement. Mais il avait aussi une épouse très, très belle. Très, très belle. Alors, chaque fois qu'il faisait un cadeau à sa femme, il faisait le même
à sa sœur. Ils habitaient dans une très belle maison, tous les trois, juste derrière le palais du roi. La jeune sœur rêvait beaucoup. Elle aurait bien voulu s'échapper. Elle aurait bien voulu rencontrer l'amour. Alors, elle rêvait, se languissait. Mais, un soir, quand tout le monde dormait, la jeune fille a regardé sa lampe. Et la lampe s'est mise à briller, briller, briller. Oh, ma petite lampe. Tu sais, j'ai aperçu le roi l'autre jour, dans le parc. Sais-tu s'il dort? Est-il réveillé? Et là, la lampe a répondu. Elle a dit, oh, il dort d'un sommeil profond. Vas-y, tu peux y aller. Tout doucement, à pas feutrés. Alors, la jeune sœur, à pas de loup, s'est glissée dehors de la maison, a traversé la rue, et elle a pris la porte dérobée derrière le palais. Sur la pointe des pieds. Personne ne l'a entendue, personne ne l'a vue. Elle est entrée dans la chambre du roi, s'est déshabillée, s'est glissée dans son lit. Au petit jour, elle est rentrée chez elle. La nuit suivante, elle a fait la même chose. Oh, le roi était tout chamboulé. Il ne savait pas qui était cette belle jeune femme qui s'était glissée 2 nuits de suite dans son lit. Et là, il est sorti du palais tout préoccupé. Il a croisé le comte et il lui a confié son tourment. Le comte, tout heureux qu'on se confie à lui, ravi qu'on lui demande conseil, il a dit, écoute, roi, ô mon roi, la nuit prochaine, quand elle reviendra, vous lui cacherez sa robe. Et comme ça, vous pourrez savoir qui elle est. Cette nuit-là, pour la 3e fois, la jeune sœur est arrivée en silence dans la chambre du roi. Elle s'est déshabillée, s'est allongée à ses côtés, et le roi, réveillé, tout doucement a fait glisser la robe sous le lit. Au petit matin, elle s'est levée, a cherché sa robe dans la pénombre, mais elle ne l'a pas trouvée. Alors, elle est rentrée à moitié nue chez elle. Mais elle s'est glissée. Personne ne l'a vue. Quand il a été bien réveillé, le roi est allé trouver le comte avec la robe. Oh! Alors là, celui-là, il a commencé à s'étouffer. La robe, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celle qu'il avait offerte à sa femme et à sa sœur. Était-ce possible que ce soit l'une d'elles? Alors il a appelé sa femme. « Je veux voir la robe que je t'ai offerte la semaine dernière. » La jeune femme est allée chercher la robe dans sa garde-robe. Ah voilà. Le comte a alors appelé sa sœur. Il lui a demandé d'apporter sa robe. Elle est dans le placard, je vais la chercher. Et la jeune sœur s'est glissée dans la chambre de sa belle-sœur, a pris la robe, elle l'a montrée à son frère. La voilà. Le comte ne savait plus quoi penser. Mais à partir de ce jour-là, la sœur est restée dans sa chambre la nuit. Elle ne rendait plus visite au roi. Quelques semaines plus tard, elle a senti son ventre s'arrondir,
Ça ne faisait aucun doute. Elle attendait un enfant. Ah, que faire? Alors, elle s'est débrouillée pour cacher sa grossesse pendant quelques mois. Et puis, elle s'est enfermée en disant qu'elle n'était pas très bien. Ouf, ça arrangeait le compte. Il n'avait plus besoin de la surveiller. Et puis, au bout d'un moment, elle a demandé à partir dans la maison de campagne. Elle avait besoin d'air. Le comte a accepté. Très bien. Là, au moins, elle ne verrait personne. Quelques mois plus tard, loin des regards, elle a mis au monde un petit garçon. Elle l'a posé dans un couffin, l'a recouvert de fleurs et l'a fait porter au roi. Le roi a reçu ce présent et il a découvert le bébé. Il était si beau, si pétillant, que là, il a su immédiatement que c'était son fils. Il était heureux comme tout, mais qui lui avait envoyé ce présent? Cet enfant magnifique. Il a rencontré le comte à nouveau, lui a dit je ne sais pas qui est la mère de cet enfant, mais je sais que c'est le mien. C'est sans doute la femme qui est venue dans mon lit 3 fois. Mais je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas qui elle est. Alors le comte lui a dit « Organisez une grande fête. Invitez toutes les femmes du royaume. » Et il lui a donné un conseil. Le jour de la fête est arrivé. Toutes les femmes du royaume étaient dans la cour du château. Au milieu des festivités, 2 hommes ont apporté un immense brasero. Le feu crépitait. Le roi a pris le bébé, l'a levé devant tout le monde et a annoncé « Je vais brûler cet enfant. » Je veux savoir qui est la mère. Depuis, je ne dors plus. Et là, la jeune sœur s'est précipitée. Elle a hurlé « Ne touchez pas à mon fils! Ne touchez pas à votre fils !» Le comte s'est précipité. Il a hurlé « Je vais te tuer, ma sœur !» Et là, le roi s'est interposé. « Tu ne tueras personne, comte. J'attends depuis de longs mois de savoir qui est la mère de cet enfant. Jamais quelqu'un ne m'a manqué autant. Ce soir, je l'épouse. » On a dit qu'ils ont vécu heureux ensemble. Tant mieux pour eux. Nous, pendant ce temps-là, on est restés sans le sou et dans le pétrin. Merci Manick pour cette histoire. Ça me fait penser à l'histoire de 2 femmes aussi qui se battent pour l'enfant. Comment ça s'appelle cette histoire? La mythologie. Salomon. C'est Salomon. Oui, Salomon. Le Et jugement de Salomon. Il dit c'est pas grave, je vais couper l'enfant en 2 pour en Ouais, donner ouais. une partie à chacun. Et il y en a juste une qui dit non, donnez-lui, tant pis. C'est tiré de ça. Hein. C'est la même idée. Même origine. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que ça laisse le temps d'un conte ou on s'arrête là? Combien il reste? 5 minutes. Oh, ouais, non. Ça va être trop court pour raconter une histoire. Ça risque d'être un peu court pour raconter une autre histoire. Bon, ça nous laisse des contes pour la prochaine fois alors. Pour la prochaine fois, oui. Merci, c'était Manick et Sonia dans l'émission Contes à l'Ouest sur Quartier des Ondes. Et puis on se retrouve le mois prochain, vous ou vos compères, de tisseurs de contes. Merci beaucoup. Et puis, il y a la peut-être. prochaine fois. N'hésitez pas à venir aussi vous organiser régulièrement maintenant, Place du Souvenir, des soirées contes. Ah oui, alors au café Référence électrique, Place du Souvenir, à 18h, le dernier samedi du mois. Donc la prochaine, c'est... Dernier samedi du mois. Comptez. Et puis, il y aura un spectacle au mois de juin, un dernier spectacle mensuel. Où ça? D'un des ateliers à la Maison du Ronceret. Ok, d'accord. Bon, on redira ça sur la radio. Début juin. Super. Voilà. Merci à toutes les deux et puis
à nos auditeurs auditrices. À bientôt, vous écoutez Quartier des bientôt. Ondes, on vous laisse Merci. avec notre playlist. Merci. Conte à l'Ouest.